Bonjour, merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle émission sur votre chaîne YouTube, levolcanews.net. Et aujourd'hui, nous parlons de cette tournée du président de l'Union nationale, de l'Union pour la nation congolaise, INC, Vital Kamerhe, qui est arrivé ici à Goma depuis le 12 septembre. Il a dû venir pour compatir avec la population meurtrie de la province du Nord Kivu. Pour en parler de son discours, de sa tournée, nous recevons aujourd'hui sur la chaise Maître Hassan Kangapipi Vergès. Vous êtes avocat, vous êtes analyste politique indépendant. Nous disons bonjour et bienvenue sur la chaise. Bonjour, cher journaliste. Kamerhe qui a annoncé sa tournée depuis son acquittement dans un dossier de détournement de 100 jours du projet du chef de l'État. Kamerhe qui est venu ici à Goma, vous avez suivi son discours. Qu'est-ce que vous avez tiré du discours de Vital Kamerhe ici en ville de Goma? En fait, un discours d'espoir, un discours de désespoir. De prime abord, je tiens d'abord à dire Caribou à l'honorable Vital Kamerhe, en tant qu'enfant de notre terroir. Mais son arrivée, je qualifie cela d'un simple voyage de tourisme. C'est une tournée touristique. Dans la mesure où il devrait voir sa famille, voir ses militants. Néanmoins, c'est un non-événement. Pourquoi nous disons non-événement? Parce que dans tout ce qu'il disait, dans son discours, il exprimait aussi un souci. Pourquoi nous disons qu'il exprimait un souci? Parce que, en dépit de tout ce qu'il peut développer comme théorie politique, tout ce qu'il peut distiller comme proposition politique par rapport à la crise que nous sommes en train de connaître à l'Est, je pense que Kamerhe, aujourd'hui, il n'a aucune casquette pour pouvoir prétendre influencer les décisions politiques qui peuvent être prises, moins encore diplomatiques, ainsi que militaires. Mais il parle encore aux oreilles du chef de l'État, maître. Il y a ce qu'on appelle la politique des couloirs. C'est qu'on ne peut jamais opposer à quiconque. Et lorsque, en les suivant, nulle part il a prononcé les noms du chef de l'État. Moins encore, il n'a pas prévalu la casquette de l'union sacrée. Il parlait en tant que citoyen congolais. Et pris des sens, des soucis de ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Mais dans tout ce qu'il disait, il n'y a rien de nouveau. Mais entrons dans les fonds de son discours. Quand tu parlais de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, vous le savez aujourd'hui, le M23 viennent de faire au moins 3 mois qu'ils sont à Bunagana. Les gens qui sont venus pour voir Kamerhe, pour attendre Kamerhe, pensaient qu'il était vraiment une solution pour, n'est-ce pas, montrer la voie à suivre pour que cette menace soit démantelée dans cette partie de la province. C'est ce que je disais tantôt. Qu'est-ce que ces militants ou les petits citoyens lambda peuvent attendre de Kamerhe dès lors qu'ils n'occupent aucune fonction officielle? Kamerhe, aujourd'hui, au moins nous-mêmes, nous sommes avocats, nous avons une fonction officielle. Mais aujourd'hui, c'est un chômeur de la République aussi, comme tous les autres chômeurs. Ce qu'il a exprimé seulement ses opinions, lui. Bien sûr qu'ils peuvent influencer ou pas le chef de l'État, mais c'est ce qui est en vogue. Comme qui dirait, moi aussi, je peux faire ma sortie. Je cherche un espace pour s'exprimer tel que je suis en train de m'exprimer aujourd'hui. Je peux faire aussi mon point de vue. Mais ce qui ne pourra pas amener au chef de l'État, moins encore la région des Grands Lacs, ou la situation politique ou diplomatique à être influencée par rapport à mes opinions. C'est juste un cri d'alarme aussi. Que ferait tout le monde? Que ferait tout citoyen congolais? Bien sûr, moi je crains fort que sa tournée prenne un peu de l'image d'une pré-campagne électorale et du populisme, teinté du populisme. En dépit de tout ce qu'il a dit, est-ce que nous n'avons pas encore vécu cela? Nous avons suivi le chef de l'État, tout le monde qui disait non, il faut toujours solution politique et diplomatique. Pour dire que dans tout ce que Kamerhe disait, il n'y a rien de nouveau. Mais nous avons vu Kamerhe, par exemple, ici au Nord Kivu, il s'est rendu
à Massissi, à Rutshuru, à Lubero, où il s'équime vraiment des groupes armés. Il y a des groupes armés qui sont là. Il a eu le temps de parler avec le leader locaux de tous ces terroirs. Ne pensez-vous pas que Kamere est en train de jouer un jeu qui peut-être donnerait ses fruits dans l'avenir? Nous connaissons Kamere dans ses manières. C'est un fin politique, un tacticien. Moi, je pense que Kamere est en train de faire une semence qu'il pourra récolter plus tard. Dans quel sens? Dans le sens positif, bien sûr. Parce que nous connaissons Kamere, il a la casquette de conciliateur. Il sait approcher tout le monde, même ses ennemis. Il sait les approcher. Il a le verbe facile à faire convaincre. Néanmoins, étant maçon au pied du mur, on a été déçus par rapport à ce que nous venons de connaître. C'est qu'il lui dit, voilà, il prétend être acquitté par rapport au procès de 100 jours, tout ça. Il a été acquitté, bien sûr, mais jusqu'à présent, les contribuables congolais que nous sommes, nous ne connaissons pas où est-ce que l'argent est parti. Mais revenons sur un fait, ce que les gens disent souvent, que Kamere a été acquitté par la justice et sa tournée s'inscrit dans le cadre de se faire aussi acquitter par la population. Je pense qu'il y a un dicton en droit qui est le repenti tardif n'opère. Exactement. Pourquoi cette tournée? Pourquoi qualifier tournée? Non, je remercie, je viens auprès de mes combattants pour les remercier par rapport à leurs prières, par rapport à leur soutien, tout ça c'est bien. Mais est-ce que si nous étions dans un pays sérieux, Kamere pouvait tenir le micro et faire une tournée pareille et dire cela à la population? Et donc, pour dire que cette population était aussi naïve de pouvoir acclamer tout ce que... J'ai respecté cette population, que moi aussi j'ai fait partie de cette population. Néanmoins, nous devons évoluer. Il est vrai qu'on a toujours dit que la vérité judiciaire, elle est différente de la vérité ontologique. Pour les communs des mortels, il y a la vérité ontologique qui est là. Bien que, ou néanmoins que la vérité judiciaire a primé pour l'acquittement de Kamere. Jusque-là, les caisses de l'État saignent. Et même les militaires qui offrent, les policiers qui est ici dans la ville, qui assument les rôles de la sécurité, il est en train de connaître cela. Dès lors qu'il ne sait pas retrouver sa solde suffisante pour améliorer ses conditions de vie. Dès lors que nous assistons à des grèves des enseignants, à des grèves des médecins, c'est-à-dire il y a un coup d'épée qui se fait sentir au niveau de la population, au niveau de l'économie de notre pays, par rapport à tous ces faits odieux que nous sommes en train de connaître successivement. Et revenons sur ce que Kamere a dit par rapport à la situation sécuritaire, surtout avec tout ce qui se passe à Bunagana. Kamere qui dit qu'il faut utiliser ce système de fight and talk. Donc vous êtes au combat et vous êtes en train de dialoguer. Êtes-vous d'avis que ça soit vraiment une solution pour mettre fin à la situation qui se vit aujourd'hui au niveau de Bunagana? Je comprendrais cette proposition faite par lui si et seulement si on serait en train de travailler pour améliorer les conditions de nos militaires au front. Réformer notre armée. Et que nouer des relations diplomatiques capables de soutenir notre armée puissamment. Là, je comprendrais. Alors nous connaissons tous la situation au front. Bien qu'il y ait ce qu'on appelle le langage diplomatique qui se passe. Bien qu'on est en train de gérer les veines qui saignent. Nous connaissons cela. Et lorsque le secrétaire général des Nations Unies, il réitère les mêmes messages qui avaient suscité l'acharnement du peuple congolais, des citoyens congolais, que voilà, l'M23 aurait une puissance de feu plus supérieure que la nôtre. Le secrétaire général des Nations Unies, il venait tantôt de le dire au niveau de la RFI. C'est-à-dire, il continue de nous distiller un message, nous suscitant, nous, à pouvoir nous réorganiser davantage pour faire face à cette situation. Et non pleurnicher tout le temps que nous sommes agressés, du matin au soir. C'est devenu maintenant une chanson monotone de notre diplomatie et de nos dirigeants. La solution qu'est en train de proposer Kamere, ce n'est pas la première fois que nous venons de l'attendre. Tout le monde l'avait dit. Et que lui n'est pas premier à pouvoir le dire. Ce n'est pas une inspiration divine qui lui survient. Donc, au lieu de chanter du matin au soir, nous devons agir. Et venir dire déjà dit. Dit déjà dit. C'est pourquoi moi j'ai dit que c'est un non-événement. C'est juste une simple tournée touristique pour lui. Et que fort de cela, il s'est fait accompagner même des ministres. Et que moi j'ai craint fort, j'exprime une crainte révérentielle que les caisses de l'État viennent encore d'être vidées par cette tournée, saignées.
Parce que comment comprendre un ministre de son État qui occupe une fonction publique et qui laisse son fauteuil pour faire une tournée politique et en faveur de son parti politique? Alors lorsqu'on est ministre, on ne peut pas se prévaloir d'une casquette politique. Là, on est fonctionnaire de l'État. Est-ce que nous ne pouvons pas croire que Kamere a une mission à partir de la présidence qu'on ne nous a pas dévoilée? Nous connaissons Parce qu'à sa sortie de la prison, il est parti d'abord voir le chef de l'État. On ne sait pas, donc rien n'a fuité de cette rencontre. Et Kamere qui annonce directement sa tournée à l'est de la République où il y a insécurité. Je suis parmi ceux-là qui comprennent facilement que Kamere, c'est le seul lieutenant sur qui compte le président de la République. Pourquoi? Parce qu'avec la situation des guerres à l'Est, et qui n'a jamais été maîtrisée, et une situation chaotique, et que nous sommes en train d'atteindre le cycle électoral d'ici peu, et qu'il a cette envie de se faire encore réélire pour le second mandat. Et croyez-vous qu'il va jeter son dévolu sur qui? C'est sur Kamere. Parce que Kamere, non seulement étant de l'Est, et qui se de surcroît leader, entre guillemets, parce que j'ai dit entre guillemets. Donc il n'est pas leader. J'ai dit entre guillemets, ça laisse à désirer. Parce que la notion de leader ou de leadership renferme beaucoup de choses. Et dans votre camp, dans votre camp, il n'est pas leader. J'ai dit leader dans son parti, bien sûr. Je ne fais pas partie de l'INC. Et je n'ai aucune collègue politique. Je parle comme indépendant. Alors, je pense que chez nous, au Congo, nous devons encore revenir sur la notion de leader, ainsi que de leadership. Ce n'est pas parce qu'on réunit 200-300 personnes, 500 personnes, et pour autant on est devenu leader. Non. C'est toute une notion pragmatique et plus théorique. Et lorsqu'on cherche à concilier ces deux notions, la théorie et la pratique, mais c'est pourquoi j'ai dit qu'il va s'aller à désirer qu'il soit leader ou pas. Alors, leader entre guillemets. Et parlons aussi de la popularité. Vous avez vu, par rapport à d'autres arrivées des Kamere ici à Goma, est-ce que Kamere a bougé un peu Même Fayoul, s'il est arrivé à Goma, il fera les plans. Zangui a été Boutembo, nous avons vu les plans. Le peuple congolais aujourd'hui, en termes de notions politiques, de couleurs politiques, on ne peut pas les définir. Parce qu'il suffirait seulement un petit matin, quelqu'un arrive avec des t-shirts et des 1000 francs congolais, on ramasse tous les mamans vendeuses de cacahuètes et qu'on sort. Ils s'y rendent. Et la caméra multiplie les images, on dit voilà, on a fait les plans. Donc c'est relatif. Mais c'est pas pour autant qu'il fait de lui que... Et Kamere a fait le plein, vous avez vu? Je dis que c'est relatif. C'est relatif. Pour dire que même vous, si vous vous présentez avec des billets de banque, vous ferez le plein au stade de l'unité. Alors, faire le plein, cela ne véhicule pas une image disant que Kamere, il a l'unanimité du peuple de l'Est. Voilà un peu ça. Mais par rapport à la position de Bati Lukwebo-Sir la MONUSCO, Kamere aussi dans son discours a touché ces points. Les désavis sont-ils contraires ou bien c'est une bataille entre deux leaders du Sud Kivu? Je venais tantôt de le dire que Kamere, c'est un politique intelligent. Ça m'engage. Il est intelligent. Il se marque sur tous les points. Par rapport à... Il sait bien jouer les cartes. Il a l'aura politique. Il sait peser les mots. Lorsque vous avez suivi les discours, moi j'ai aimé une chose. Si quiconque y a une ouïe fine, en suivant le discours de Kamere, il l'a rencontré d'une manière au moins intelligente des revendications de 2023. Lorsqu'il touche sur les questions des retours des réfugiés, lorsqu'il sollicite, il propose à ce qu'on puisse déclarer une zone sinistrée. Non seulement à Boutembo, à Beni, à Bounia, à l'Est. Et c'est là, tout ceci font partie des revendications fondées et légitimes du M23. Et de lors qu'ils disent, voilà, comment comprendre qu'un gouvernement peut accepter que ses fils puissent demeurer à l'étranger pendant que nous avons les moyens et les capacités de faire retourner ces gens. Il laisse un peu de tracer une sorte de pyramide triangulaire. Disons, voilà, au sommet nous avons la RDC, d'un côté nous avons l'Ouganda, et de l'autre côté nous avons le Rwanda. Et à l'intérieur nous avons le cyclone qui est l'M23. Mais on a toujours dit qu'à l'attente intelligenti pas au Kaweba, un seul mot suffit pour les intelligents comprendre. Nous avons compris. Pour dire Kamere, il comprend que la seule solution demeure la négociation. Et touchant sur ces points de négociation,
cela suppose faire aussi pression à ceux-là qui sont présumés soutenir le mouvement du M23. Et que nous-mêmes, ça m'engage en tant qu'analyste politique. Je crois que ceux qui sont autour du chef de l'État, ils se sont précipités diplomatiquement et même politiquement en qualifiant les M23 des terroristes. On ne négocie pas avec les terroristes. Qualifier quelqu'un de terroriste signifie qu'on est dur et classique dans ses positions. Alors que le contexte qui est en train d'imposer les M23 et la situation même déplacée sur le terrain et que la situation chaotique humanitaire oblige à ce qu'on puisse approcher les M23. Et même de par toutes les tournées possibles des diplomates régionaux ainsi qu'internationaux, notamment les États-Unis qui préconisent l'approche politique et diplomatique. Et qui dit l'approche politique, cela suppose directement la négociation directe entre les M23 et le gouvernement congolais. Nous ne pouvons pas nous voiler la face, monsieur le journaliste. Mais une petite virgule. Quand vous avez suivi hier le chef de l'État sur l'estrade de Nations Unies, comment si vous avez analysé son discours par rapport à ceux qui arment les M23, à ceux qui appuient les M23, les Rwandais? Il est vrai que dénoncer un fait, c'est important. Mais en faire une chanson monotone, ça abasourdit les oreilles. Nous devons agir. Nous vivons le cas de l'Ukraine. Aujourd'hui, ils ne chantent plus du matin au soir Poutine. Ils agissent. Et dans moins de 5 jours, ils ont récupéré plus de 2000 km d'espace envahi par la Russie. Pourquoi pas nous? Nous avons une armée très forte, très déterminée. Pourquoi ne pas appuyer cette armée? Pourquoi ne pas consacrer un budget conséquent et suffisant pour réformer cette armée que nous avons? Des grands combattants. En son temps, nous avions appris quand nous étions petits qu'il y a Kadhafi qui convoitait cette armée pour conquérir toute l'Afrique et une partie de l'Occident. Parce qu'il reconnaissait la prouesse de cette armée que nous avons aujourd'hui. Alors pourquoi ne pas revenir vers cette armée? Pourquoi donner 21 000 $ à un député qui, au cours d'une séance, il est là seulement pour lever contractuellement les deux bras, qui sont pour et qui sont contre. Et du coup, il reçoit 21 000 $. Un ministre, 15 000 à 17 000 $ pour des costumes et des cravates et retourner en Europe. Pendant qu'un officier militaire, un militaire de rang, il manque même une cigarette à fumer pour rehausser son moral. Alors, nous pensons que le discours du chef de l'État, exactement, ça rentre dans ce qu'on appelle la coutume internationale. Il ne devrait que faire cela. Mais aussi, nous devons agir. Agir comment? Et dès lors que nous sommes en train d'apprendre des scandales disant que voilà, les conseillers qui sont autour des chefs de l'État, ils sont en train de faire des choses qui ternissent même l'image du chef de l'État. Qui essaient un peu d'hypothéquer même l'élection au second mandat du chef de l'État. Vous voyez un peu ce que ça fait. Merci, Maître Hassan Kangapipi, face à nos caméras. Maître, vous dites que la tournée de Vital Kamerhe est un non-événement. Est un non-événement, mais plutôt c'est juste une tournée touristique. Vous avez dit aussi que Kamerhe, pour aujourd'hui, n'est pas une solution face à tout ce qui se passe ici à l'est de la RDC. Kamerhe, il n'a jamais dit qu'il était une solution. Mais il propose des solutions. Il propose des choses qui peuvent conduire à une solution. Si au moins il sera entendu. Et comment vous avez qualifié son discours? Vide, ou bien ça manquait peu d'élégance, ou bien il a dit tout ce que d'autres ont déjà dit? D'ailleurs, lui-même, en prenant la parole au stade de Afia, il avait dit qu'il ne venait pas pour le discours politique. Néanmoins, vu le contexte, il ne devrait pas s'en passer. Il laisse un peu d'esquisser petitement ce que lui pensait. Et tout ce qu'il développait, c'était les théories de ses pensées qu'il proposait. Et que lui n'avait pas dit qu'il était une solution ou une alternative par rapport à cette solution. Et qu'il n'avait pas une baguette magique face à ce que nous sommes en train de vivre. Merci. Pour la dernière question, que pensez-vous de ces gens qui pensent que Kamerhe, comme il a été acquitté par la justice, il est venu aussi se faire acquitter par cette population? Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la liberté de penser. D'une part, oui. Parce que tout le monde
chanter du matin au soir, Kamere a détourné, Kamere volé. Il y avait un procès politique. Il y avait un S'il y a eu procès détournement télévisé. et qu'il y ait acquittement, où est parti cet argent détourné? Voilà les contrastes. Le détournement prétendu et l'acquittement effectif. Entre-temps, l'argent, on ne sait pas la trace. On ne connaît pas la trace de l'argent. Paradoxe. Et que ces débats, je sais que ça reviendra et ça va rebondir, même lors de la campagne électorale. Et plus tard, nous finirons par connaître le vrai prédateur de cet argent, le vrai détourneur. Et Kamere, bien qu'il soit acquitté, et que c'est réservant par rapport peut-être aux alliances politiques, aux alliances et engagements et accords politiques, mais plus tard, il finira pour un jour à se prononcer. Parce que nous croyons, je sais, connaissant Kamere, et connaissant sa conscience, et connaissant son éthique politique, et pris du sens du populisme, il finira un jour à pouvoir dévoiler sa langue. Je pensais que c'était ma dernière question, mais vous avez touché un point très positif pour, n'est-ce pas, mettre fin à cette situation du M23 à Bunagana. Qu'est-ce qu'il faut faire? Talk and fight, bien sûr. To talk, mais il faut savoir qu'est-ce que nous allons dialoguer. Dialoguer autour de quoi? To fight, cela suppose avoir des moyens, des capacités pour s'imposer. Parce que pour négocier, on place la barre haut. Et lorsqu'on place la barre haut, là, on est conscient qu'on est fort. Et dès lors qu'on négocie étant à genoux, eh bien, ça risque toujours de nous être imposé quelque chose qui sera anodin et qui pourra mettre la République en gage. Alors, nous devons être très prudents. Soit nous nous battons et se battre signifie nous serons conséquents par rapport aux différentes batailles que nous allons engager, soit nous dialoguons et dialoguer sincèrement. Cette fois-ci, avec des accords qui pourront aboutir et qui pourront être mis en pratique. Merci, Maître Hassan Kangapipi Vergès. Je rappelle que vous êtes avocat et aussi analyste politique indépendant.